j'attends quelques secondes parce qu'il paraît que parfois le son ne vient pas tout de suite. Donc je meuble un petit peu. Je vais proposer à Frédéric de me rejoindre sur la scène parce que on profite d'une nouvelle version de Remo ce matin qui a une petite maladie de jeunesse. Les nouveaux event managers n'ont pas le droit de rentrer dans la pièce et donc il faut que je trouve une autre manière d'inviter Frédéric sur scène. Comment tu vas, Frédéric? Ça va super bien. Ça. Motivé, levé tout frais. Et toi, comment tu vas, Eric? Écoute, je vais bien et puis j'ai alors ceux qui sont pas venus vont vont le regretter euh, parce que ben c'est un événement qui bouge pendant que les jours passent et donc hier on a une nouvelle abonnée à la communauté Journée Agile, Véro, qui je pense n'est pas là ce matin, qui pendant le débrief hier a dit c'est bien les tables Rémo, mais il est où le bar? Et donc, j'ai dit à Norman, il y a un truc à faire. Donc, voilà, il y aura un bar au Co-Station vendredi pour le débrief. Donc, on peut, si on veut, se retrouver en présentiel pour le débrief vendredi. Et on ne sait pas comment on va faire tous avec notre ordi et le Remo. Mais on sait qu'on va se proposer ça. On a tapis rouge pour aller sur place. Et on espère que Mathieu Demaret, le patron du Co-Station, sera avec nous. Mais si j'ai bien compris le message, il y a des chances que ce soit comme ça. L'autre chose que je peux déjà te partager, Frédéric, et puis les autres, c'est qu'à propos de partage, on va commencer à mettre en ligne ce qui s'est passé depuis le début de la semaine. Et ça m'empêche vraiment que Véro soit pas là pour en entendre parler. Mais on va pas seulement balancer les vidéos pour que tout le monde puisse les regarder. Et ça, on va le faire maintenant parce qu'on sait qu'on a des gens qui nous demandent à chaud, ils se souviennent d'un truc, ils ont envie d'aller revoir. Mais on sait aussi que ça va pas être super agréable dans 3 mois de revoir une session complète. On préférait avoir le best-of. Alors, moi, j'avais imaginé de faire différents fils de lecture pour le best-of, hein, pour ceux qui sont plutôt techniques, pour ceux qui sont plutôt ceci, et on aurait bien vu quelles idées il y avait. Et puis en discutant avec Norman, on s'est dit, mais on va pas faire ça. Vous savez, souvent, on joue on donne un budget. On donne un budget aux gens pour estimer les story points. Ben, nous, on va vous donner 10 minutes. Donc, c'est quoi vos 10 minutes à vous que vous allez isoler dans toutes les vidéos qu'on va publier? Et puis, on s'inspirera de tous ces meilleurs moments pour essayer de faire plusieurs montages. On sait pas encore. Donc, voilà pour les nouvelles de cet événement qui bouge grâce à vous au fur et à mesure. Et puis, ce serait bien que nos deux speakers d'aujourd'hui, Adrien et Denis, allument leur micro et viennent nous rejoindre sur scène. On va leur laisser la place volontiers. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour Frédéric. Voilà, Bonjour. donc on va vous laisser la place. D'autres autres, je vais laisser deux bavards pour la scène. Même si pour le moment, on n'a vu que moi qui me bavard. Puis j'entends qu'il y a un petit écho qui se met en place, donc on va couper ça tout de suite et on espère que l'écho n'est pas entre vous deux, mais que c'est nous qui le causons. Donc vous n'hésitez pas, je sais que vous voulez employer le système de questions-réponses, le Q&A qui est à droite, la plupart des gens qui sont ici l'ont déjà utilisé, donc faites-nous simplement signe quand vous voulez qu'on s'occupe des questions. Bonne présentation, amusez-vous bien. Eh bien, merci. Effectivement, n'hésitez pas si vous avez des questions, il y a tout le système qui est prévu, et donc je suppose que les questions sont relayées. Et oui. Non, J'essaie juste de partir, mais je sais pas comment faire. Donc j'attends que Eric peut-être me rapatrie. Et oui, Eric, si tu m'entends. Tu coupes simplement ta caméra et ton micro. Ah ok, super. Et je te laisse le droit de la rallumer comme tu veux, puisque tu es appelé à animer d'autres événements. Donc, vas-y, prends tes marques. Et à moins que tu me fasses signe, je te laisse gérer le Q&A. Et puis, si ça va pas, en toute transparence, tu me dis de venir. Ça va? Allez, c'est parti. Super. Allez, bonne session à tous. Merci bien. Je vais demander peut-être d'abord à Adrien de partager les quelques slides. On va peut-être commencer par ça. Hein. C'est une bonne idée.
Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Puis ça permettra de se présenter. Je pense que c'est peut-être déjà la première chose et la meilleure chose à faire. Qui se présente en premier? Je te laisse faire? Allez, je commence. Vas-y. Donc, merci Denis. Je m'appelle Adrien Clairbois. Je suis software craftsman dans ma nouvelle société que j'ai créée ici au mois de mars. Et ce que j'aime faire, ce que je fais tous les jours, je sais même pas si c'est un travail au final, c'est d'animer les communautés techniques au sein des différentes entreprises avec lesquelles je travaille, comme aujourd'hui le Forum. Et le soir, je continue dans les communautés et je suis Microsoft MVP, où je participe, je présente avec beaucoup de communautés, que ce soit en Belgique, en Europe ou dans le monde, pour pouvoir partager ce que j'aime le plus, échanger et recevoir beaucoup d'informations. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui d'ailleurs. Et toi, Denis, je crois qu'on a le même point commun. On a un point commun, effectivement, puisque déjà, je vais d'abord dire qui je suis, mais vous le voyez, je suis Denis Voituron. Je suis, comme toi, ce qu'on appelle un MVP chez Microsoft, donc un Microsoft Most Valuable Professional. Donc, c'est un titre qu'on reçoit quand on fait beaucoup de partage dans la communauté, dans les technologies Microsoft. Et comme on fait ça, nous deux, depuis quand même quelques années maintenant, ça fait 5 ans qu'on a déjà reçu ce titre MVP. Donc, c'est renouvelé chaque année. Donc, c'est toujours sympa. Et voilà, ça fait plaisir, on va dire, de recevoir ça. Ça c'est juste pour le fun, mais au jour le jour, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis ce qu'on appelle un architecte .NET, donc c'est-à-dire je crée les bases, les fondations de tous les logiciels en technologie .NET Microsoft à la société Onirix. Donc c'est une société qui est à Jean-Blou, et donc j'en profite pour faire passer un message. Si vous cherchez du boulot, vous connaissez des gens qui cherchent du boulot, on en cherche des développeurs .NET en permanence. Je pense comme toutes les sociétés de développement actuellement. Et dans mes temps libres, en plus de ça, je fais également des podcasts sur un podcast qui s'appelle DevApps. Et donc, vous pouvez retrouver tous les mois et maintenant toutes les semaines, on fait des meet-up avec deux amis qui sont Richard Clark et Christophe Peugnier. Donc, des podcasts sur les technologies, architecture, développement, etc. Donc, connectez-vous sur devaps.ms et vous pouvez vous abonner. Il n'y a pas de mail de mails de spam qui sont envoyés, mais simplement pour s'amuser une fois par semaine ou avoir des infos techniques une fois par mois. Donc voilà, ça nous concerne nous. On va peut-être passer au contenu à proprement parler. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, il y a quelques semaines, Norman m'a appelé, il me dit « Ouais Adrien, à la journée agile, on voudrait faire un peu de technique. Est-ce que tu n'aurais pas quelque chose sous la main? Et si c'est encore mieux si tu le fais avec Denis. » Moi, je lui ai dit « On a une petite session sympa qui s'appelle Et si on arrêtait de mettre en production avec des disquettes ?» Alors, ça consiste en quoi? C'est simplement de se dire que on a un développeur qui est dans sa bulle et qui, lorsqu'il met en production, va simplement se dire que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre en production parce que c'est là où c'est le plus rentable. Mais par contre, comment est-ce qu'il va mettre en production? Il va simplement se dire, OK, aujourd'hui, ma technique de production, c'est je prends une disquette, je la mets dans une enveloppe, et je l'envoie dans un data center qui va simplement mettre la disquette et copier le contenu de la disquette directement sur le serveur et c'est en prod. Bon, là, on considère que, et on a encore eu le cas la semaine passée, la poste est pas très fiable et donc par rapport à ça, ces mises en prod, elles sont très très longues. C'est quoi qui est plus fiable, la poste ou les disquettes? Parce que je sais pas, a priori, disquette dans une enveloppe, ça va être compliqué, quoi. Mais faut pas rigoler, c'est ce qu'on faisait il y a, allez, combien, 15 ans? 15 ans d'ici, quand il fallait mettre des logiciels chez un client ou les déployer sur un serveur, c'était la bonne vieille disquette. Je peux encore en avoir derrière chez moi d'ailleurs. Il faudrait que je la trouve. Je vais aller voir. Et donc par rapport à ça, on a Diego, notre développeur très expérimenté, mais permettez-moi un peu con sur les bords parce qu'aujourd'hui il est borné et il se dit non, moi je veux continuer à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire d'envoyer mes freeware par disquette ou par CD dans ce bon vieux programmé.com et de se dire que c'est comme ça que c'est le mieux et le plus révolutionnaire pour arriver à envoyer son code en production. J'ai retrouvé mes disquettes. T'as retrouvé tes disquettes? Waouh! Une des premières disquettes, société qui n'existe plus, Mediafile. On faisait des développements de logiciels multimédia. C'est cool. À mon avis, elle fonctionne plus à mon avis. Parce que... Tu veux qu'on demande qui a un serveur de prod dans le public pour l'envoyer en prod? Je ne sais pas. Ou des disquettes encore à retrouver. Si vous voulez, je les vends. 5 € la disquette. Et donc, c'est pas la bonne manière de faire les disquettes. Donc. Non, effectivement. Donc, on est dans un milieu un peu plus agile, donc on va regarder ensemble comment s'introspecter pour se dire de trouver une solution qui permettrait d'accélérer notre temps
pour mettre en production. Donc aujourd'hui, considérons que notre ami Diego développe rapidement. Il lui faut une demi-heure pour développer une nouvelle fonctionnalité, 10 minutes pour copier sur la disquette parce qu'on est d'accord que c'est pas très rapide. Et après à peu près 1 mois et demi, 2 mois, le temps que la Poste arrête de faire grève. J'ai rien contre la Poste, mais j'ai quelques colis qui sont en attente chez eux. Donc j'ai une petite dent contre eux finalement. Et lorsque ça arrive là-bas, il faut que l'opérateur soit disponible, qu'il soit pas en congé. Et donc on va considérer que lorsqu'il a mis son code qu'il veut mettre son code en prod, il faut à peu près 2 mois pour que ce soit disponible pour les nouveaux utilisateurs. Ça te paraît cohérent ? Ouais, moi ça me paraît cohérent. C'est à l'heure actuelle et à l'heure du cloud, avec du AWS et de l'Azure, ça me paraît un peu long comme délai, mais ça me paraît cohérent comme processus. Et effectivement, comme Christophe le souligne, on peut aussi parler des cartes perforées chez Colruyt ou Shell. C'est dans la même optique. Mais je ne me vois pas commencer à envoyer des colis et des colis par la poste parce que les colis vont se perdre. C'est comme si c'était du TCP, c'est ça ? Je ne sais plus. C'est UDP ou TCP ? Celui où on n'est pas sûr de l'ordre dans lequel ça arrive. Le protocole. Tu te rappelles ? UDP, merci. Et donc, on est dans cette optique-là à peu près. On ne sait pas si le produit va arriver en prod. Et donc, l'idée, avec un peu d'introspection, c'est de se dire que aujourd'hui, quelle est la méthode agile pour laquelle on pourrait utiliser pour arriver à mettre en production. Alors, la méthode agile, la plus simple, ce serait de se dire que on va essayer de s'introspecter, regarder ce qui nous coûte le plus au niveau du temps. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est pas forcément de mettre beaucoup de fonctionnalités en production, mais c'est surtout de contenter le client. Et comment est-ce qu'on contente le client ? C'est surtout de se dire que si jamais il y a un bug, de pouvoir régler rapidement ce problème avec le bug. Donc, se dire que, OK, le client a vu un bug, il ne faudra pas attendre qu'il attende 2 mois pour avoir la solution à la résolution de ce problème. Donc, c'est d'essayer de minimiser ce temps et de se dire qu'aujourd'hui, si on peut recevoir le problème au matin et le soir, ce sera déjà fixé et que le client, il a eu le temps d'aller chercher un café et de se dire, OK, finalement, mon long café du matin m'a permis de pouvoir attendre que la résolution soit faite. C'est encore mieux pour lui. Il ne devra pas attendre 2 mois parce qu'un café pendant 2 mois, il va être froid quand il aura fini de le boire. Ouais, et surtout qu'on va vouloir en agilité mettre des nouvelles versions globalement entre une semaine, 3, donc on va dire toutes les 2 semaines, souvent c'est ce qu'on fait chez nous. Ça va faire beaucoup de cafés qui vont se trouver à la file d'attente à la fin si on met 2 mois pour pouvoir mettre en prod. Donc effectivement, comme tu le dis, l'idée, ce qu'on va vouloir faire, c'est appuyer sur un bouton globalement, avoir éventuellement une phase de validation par un client, un responsable qualité, et puis que tout le process se fasse automatiquement. Donc ça va être l'objectif de notre matinée, c'est de vous montrer, sans aller trop dans le détail technique, c'est de vous montrer comment on va pouvoir faire ça de manière assez simple. C'est appuyer sur le bouton et configurer toutes les étapes de compilation du code, déploiement, mise en place, enfin tout ce que l'aspect technique des choses pourrait être rébarbatif à certains moments, quoi. Exactement. Et donc, ce qu'on s'était dit, c'est qu'au niveau de ce qu'on allait aborder aujourd'hui, c'était un peu l'introduction qu'on vient de faire, c'est de parler un peu de DevOps avec vous, discuter d'un outil qui permette de mettre en place le DevOps. Donc là, il y a plein de solutions différentes qui existent, mais dans notre cas, on a choisi de vous parler d'Azure Pipeline. Mais en soi, c'est juste une façon de travailler. Il y a plein de façons différentes qui existent, avec d'autres outils qui existent aussi. Et donc, on va vous présenter notre expérience, notre retour d'expérience. Et c'est là où on va pouvoir échanger aussi avec vous. Et enfin, c'est d'avoir des échanges avec vous, de prendre un petit peu de temps et de regarder si vous êtes déjà dans le mode DevOps. Et si c'est pas le cas, où est-ce que vous l'êtes déjà, avec quelles expériences, et de voir comment est-ce qu'on pourrait échanger avec vous par rapport à ça. Ouais. Donc, la première chose à savoir, ça va faire plaisir à pas mal de personnes, c'est l'historique au final de comment mettre en production. Il y a quelques années, c'était simplement de copier son contenu sur un document ou de l'imprimer sur des cartes perforées. Et après, d'aller sur le serveur et de commencer à redémarrer le système pour que les nouvelles fonctionnalités soient disponibles sur le serveur. Bon, on parle de 1920. En 1920, on est d'accord que la disquette n'existait pas encore, mais c'était plutôt vraiment pour illustrer cette absurdité que certaines personnes peuvent encore avoir en se disant « moi, je veux pas changer parce que ça fonctionne bien », alors qu'on perd beaucoup de temps à simplement faire de l'administratif, alors que ce qui est le mieux, et ça c'est l'agilité qui me l'a appris en tout cas, c'est de valoriser le temps qui est le plus bénéfique pour l'entreprise, c'est-à-dire en tant que développeur, développer et pas forcément de mettre en production.
Alors, soyons d'accord, on va partir sur un principe qui est facile et simple à mettre en place, c'est la disquette, c'est mal. Ça va être notre slogan du jour. Voilà. Voilà. C'est dommage qu'on n'est pas en présentiel, sinon je vous aurais demandé de le crier haut et fort. Quand on a fait cette présentation à Nantes, pour la petite histoire, c'était l'année passée, il me semble, les speakers des salles d'à côté sont venus voir ce qui se passait parce que ça leur semblait bizarre d'entendre crier la disquette c'est mal de façon assez énergique, et répétée. Alors, pour commencer dans la partie DevOps, qu'est-ce qui va nous intéresser le plus? C'est les bonnes pratiques. Et Denis, je te laisse la parole. Alors, dans les bonnes pratiques, on va parler un petit peu de la manière dont on gère le code, dont on conserve le code. De plus en plus, je ne dis pas dire que c'est le seul moyen, mais effectivement maintenant de plus en plus, les développeurs et les sociétés travaillent avec un système qui s'appelle Git, qui est un système qui a l'avantage d'être décentralisé. Donc, on le voit sur le schéma ici. On a en fait un serveur principal qui s'appelle par convention et au démarrage qui s'appelle souvent Origin. Et puis, on a une multitude d'autres utilisateurs qui ont soit leur propre serveur, soit leur PC et sur lequel ils vont venir récupérer ce code. Donc ça, c'est le principe de Git, c'est d'avoir un traitement de gestion de code décentralisé. Chacun peut travailler dans son coin et ce qu'on appelle pousser le code sur l'environnement Origin et de centraliser ainsi l'ensemble des développements qu'on va réaliser. Et nous, c'est ce qu'on demande à nos développeurs de faire de manière agile, c'est de chacun avoir la possibilité de travailler à sa manière, à son propre rythme dans son coin, mais très régulièrement, moi je demande au moins une fois par jour, par exemple, en soirée, de venir centraliser l'état du code, même s'il n'est pas terminé, mais l'état du code dans lequel ils ont travaillé pour pouvoir venir le replacer sur ce serveur central. Ça permet notamment d'avoir un backup si jamais il y a un crash de leur PC, par exemple. Mais ça permet et surtout de pouvoir venir compiler l'ensemble des différentes parties de code de chacun pour pouvoir ensuite vérifier si tout a l'air de bien s'imbriquer les uns avec les autres. Et c'est ce qu'on va voir, c'est d'enclencher un processus de compilation et de mise en place automatique de tout l'environnement. Oui, tu peux passer au suivant. Adrien, c'est toi qui as la souris pour pouvoir... Ouais, mais c'est fait, ça y est. Ah, pardon. Alors, on essaye de respecter quand même quelques bonnes pratiques sur la gestion de Git, la gestion du code. Il y a deux pratiques principales qui sont en train de se séparer, de sortir un petit peu du lot. C'est une pratique qui s'appelle le Git Flow. Alors, le Git Flow, donc le flux Git, c'est de gérer le code source, mais pour éviter que tout le monde vienne se marcher sur les pieds sur la branche par défaut qui s'appelle la branche master, la branche principale rouge qu'on voit ici, c'est de créer ce qu'on appelle des branches distinctes sur lesquelles chaque développeur va pouvoir venir faire son code, son développement. Alors, on va essayer de pas faire n'importe quoi. Ce qu'on va vouloir faire, c'est créer au démarrage du projet en général une branche qui va s'appeler Develop, sur laquelle cette branche va être accessible pour tous les développeurs. Et donc, si on se retrouve dans une équipe, par exemple, de 10 personnes, chaque personne va pouvoir venir prendre le code de toutes les autres personnes, donc de tous les autres développeurs sur cette branche Develop, continuer à travailler sur ce code et, quand il aura terminé, venir mettre son propre code modifié à l'intérieur de cette branche Develop. Donc ça, c'est l'idée. Comment il va faire ça? Pour pas ennuyer les autres, encore une fois, il va venir brancher la branche Develop, donc créer une branche supplémentaire qu'on va, par convention, appeler feature / quelque chose. Feature / et le nom de la fonctionnalité. Par exemple, je travaille sur un écran de connexion, login, mais je vais appeler feature / login et je vais passer 1 jour, 2 jours, 3 jours éventuellement sur cette branche login en tant que développeur pour développer tout mon petit code, faire mes tests, voir si tout fonctionne et ainsi de suite. Régulièrement, je vais reprendre le contenu de la branche développe pour la remettre sur login pour récupérer ce que les autres développeurs éventuellement auraient fait. Donc, je remets à jour en gros mon code à moi, login. Et en fin de journée ou en fin de quelques jours, je me dis, ok, maintenant mon code est terminé, je vais pouvoir enfin venir le replacer à disposition de tout le monde et donc l'envoyer sur la branche développe. Et donc, c'est la dernière branche qu'on voit de la partie login sur la partie verte, donc de l'orange vers le vert, dans lequel on va faire une fusion, plus exactement ce qu'on appelle un pull request, donc une demande de tirage en français. C'est-à-dire qu'on va demander à d'autres développeurs ou à d'autres responsables de venir vérifier si ce que j'ai fait me semble correct. Et si c'est le cas, OK, à ce moment-là, un petit bouton supplémentaire va me permettre de fusionner automatiquement mon code à moi avec le code des autres développeurs sur Develop. Et si
je passe toutes mes étapes supplémentaires de compilation qu'on va voir et ensuite d'acceptation, d'approbation de code, je vais pouvoir finalement demander de placer ce code dans un environnement d'acceptance, voire un environnement de production. Et par convention, c'est ce qu'on préconise de faire, c'est demander d'avoir une branche qu'on appelle master, la rouge, qui est la branche qui contient le code de production, pour de telle sorte que si on a vraiment un problème, un fixe à devoir faire en production, c'est pas très compliqué. On a directement le code à disposition, alors que le code développe peut continuer à avancer sans problème, mais le code principal sur master va pouvoir nous donner la version qui se trouve en production et qui est a priori la version quand même la plus importante. Et on va pouvoir fixer éventuellement et remettre ensuite ce fixe sur la branche développe pour pouvoir l'envoyer évidemment aux développeurs aux prochaines versions. Et on a, parallèlement à ça, une branche release qui est plus une branche d'historique dans lequel, à chaque fois qu'on va déployer en acceptance ou en production, on va venir placer un numéro de version pour dire, tiens, voilà, ça c'est la version 1.1 qui n'a pas été mise en production, on le voit sur le transparent ici. Mais la version 1.2, elle a été mise en production et donc on peut vraiment avoir une historique de l'ensemble des tâches. Ça, c'est un traitement Git Flow qui est souvent utilisé par les développeurs en entreprise pour avoir, je vais dire, plus facile et pour s'organiser plus simplement. Oui, tu passes au suivant. Donc le slide suivant, c'est à peu près similaire, mais on va essayer de gérer ça de manière beaucoup plus légère, donc avoir un flux de travail beaucoup plus léger, et c'est ce qu'on appelle pas le Git Flow, mais le GitHub Flow, qui provient, comme son nom l'indique, du dépôt GitHub, qui est le fameux dépôt sur lequel on retrouve tous les sites publics, on va dire, avec le code public en open source. Et là, on a fait simplement un constat, c'est que la branche master, elle évolue souvent tellement vite qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir une branche développe supplémentaire. Donc on va éliminer sur le slide transparent la branche développe et on va simplement dire j'ai une branche master qui est la branche de travail de tout le monde. Et c'est cette branche-là qui est la branche qui contient le code, dernière version, et à chaque fois que je mets du code, chaque fois je vais publier une version quasiment en production. Ça, c'est l'idée de travailler dans ce mode agilité où je vais même avoir des déploiements beaucoup plus rapides que toutes les 2 semaines, comme je disais tout à l'heure. Certaines sociétés font des déploiements jusqu'à 2 ou 3 fois par jour. Et ça fonctionne très bien puisqu'on va pouvoir non seulement déployer, il faut évidemment que le processus soit adéquat derrière, mais on va pouvoir corriger aussi rapidement. Si on fait des déploiements par exemple 2 fois par jour, on peut avoir des bugs maximum en production qui durent 2 ou 3 heures. Dès qu'on détecte un bug, on fait la correction, on l'envoie et on l'en met directement sur la production. Il faut simplement que les développeurs soient conscients de ça, bien entendu. Et pour ça, chaque développeur va travailler avec le même principe d'une branche features. On va feature/login par exemple. Il va pouvoir travailler en local sur cette branche-là et envoyer cette demande de pull request, donc cette demande de vérification, sur lequel on va avoir des commentaires. On voit les petites bulles de commentaires pour « j'accepte ça, mais non, ça serait pas bien ». Et donc on peut passer parfois jusqu'à quelques jours, parfois même jusqu'à quelques mois, sur des propositions de changement, des propositions d'adaptation. Et une fois qu'un ensemble de développeurs ou de superviseurs sont d'accord, on va valider cette pull request et donc la fusionner avec la branche principale master et donc l'envoyer directement dans notre environnement de production. Alors, on peut parfois mettre un environnement d'acceptance entre les deux si on ne veut pas déployer en production, mais il y a certains projets qui sont déployés de cette manière-là. Dans certaines entreprises, on a des déploiements, encore une fois, jusqu'à 2 ou 3 fois par jour. Oui, peut-être slide suivant. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est essayer d'automatiser tout ça. Et donc, de passer avec le Azure Pipeline. Et donc, je vais peut-être, le plus simple, c'est, malgré qu'il y a encore un petit slide ici, partager mon écran pour vous montrer pratiquement à quoi ressemble cette solution Azure Pipeline. Hop, voilà. J'espère que tout le monde voit correctement mon écran. Adrien, tu sais me dire si ça... Moi, je vois bien correctement, en tout cas. Tu le vois bien? Ok. Je vais retirer le mien, ce sera même peut-être plus facile pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est Azure Pipeline. Si vous n'avez pas, il existe d'autres systèmes. Il y a Jira notamment qui permet certains accès. Il y a Git pour certains accès ou GitHub pour d'autres accès, etc. C'est un peu des outils un peu similaires. L'avantage d'Azure DevOps, qui est accessible sur dev.azure.com, qui est accessible également gratuitement pour des petites équipes. Donc jusqu'à 5 développeurs ou 5 personnes, vous pouvez l'utiliser entièrement gratuitement et placer votre code privé
contrairement à GitHub où par défaut il est public. Là, vous le placez de manière privée. Et contrairement à d'autres outils, j'ai envie de dire, l'avantage d'Azure DevOps, c'est c'est un couteau suisse qui reprend toutes les fonctionnalités. Donc, il a aussi bien des fonctionnalités de type Jira où on a des tâches, c'est ce qu'on appelle ici le board. On va retrouver des work items, on va retrouver le board avec notre backlog, notre sprints, les queries pour retrouver des tâches, etc. Alors, les issues dans Jira s'appellent des work items dans notre cas. Donc, par exemple, si je clique sur work items, voilà, j'ai ici une tâche que j'ai mis. Voilà, il faut pas oublier aujourd'hui de présenter Studio Agile 2020. Si je clique sur cette tâche-là, je me retrouve dans le détail de la tâche avec la possibilité de mettre le titre, dire à qui cette tâche va être assignée. Donc, je choisis là où les personnes. Je donne le descriptif, le planning, les efforts, etc. Donc, je retrouve tout mon fonctionnement basé de base sur un modèle agile. On peut le changer, on peut adapter ça. Et donc, je retrouve mes tâches, mes bugs. Si je veux créer un nouveau work item, mais de type bug. Donc, vous voyez ici, j'ai des epics, des features, des tâches, etc., des user stories. Si je veux en créer un nouveau, j'ai simplement besoin d'appuyer là sur le bouton nouveau bug et je peux ainsi le mettre à disposition de mes développeurs. On peut l'ouvrir au grand public aussi. Donc, ça peut être mis à disposition de vos clients si vous le souhaitez et on peut gérer la sécurité par après. Ça, c'est pour l'ensemble des tâches. On va retrouver, on en discutera peut-être tout à l'heure également, dans Overview, je peux retrouver également un wiki. Donc, si je me mets dans le monde Jira, j'ai Jira avec les tâches, j'ai Confluence, qui est l'équivalent du wiki qui se trouve ici, où je vais pouvoir créer un nouveau projet wiki et il va pouvoir simplement venir mettre ici une première page. Je fais save. Voilà. Et si je reviens sur mon wiki, je vais retrouver ma première page avec mon premier descriptif, éventuellement une zone de commentaires où je pourrais échanger entre personnes. Donc c'est pratique pour sauvegarder ou pour enregistrer toutes les informations dont vous avez besoin sur votre projet. Et alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est par rapport au code, je vais aller dans le repo. Et dans le repo, j'ai tout l'ensemble, dans Files, tout l'ensemble de mes fichiers qui sont là, dans lequel je peux naviguer à l'intérieur de cette structure. Alors, vous voyez qu'on a déjà ici un petit projet qu'Adrien avait développé il y a quelques semaines ici, un projet qui s'appelle Tartine et Tech, qui est un petit site web d'exemple. On va même pas l'exécuter dans un premier temps, on va simplement regarder un petit peu ce qu'on a, mais c'est surtout pour passer au pipeline dans lequel je vais demander de déployer, de compiler. Puis je passerai à la main à Adrien pour déployer tout ça dans différents environnements. Donc on retrouve ici l'historique des différents codes et si je prends un fichier, celui-là, voilà, au hasard, j'ai le contenu de mon fichier, je peux même le modifier si j'ai envie à l'intérieur de cet éditeur, donc je peux faire quelques adaptations, bien que souvent c'est pas conseillé, mais je pourrais faire quelques adaptations à l'intérieur de ça. Donc voilà, j'ai tout ce qui est à disposition de mes développeurs dans cette rubrique repo, files, et dans pipelines, je vais retrouver ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est la création d'un pipeline, donc c'est-à-dire d'un flux de déploiement, enfin d'un flux de compilation dans un premier temps et de déploiement ensuite. Alors, je parle de compilation et de déploiement parce que dans les bonnes pratiques, c'est pas toujours ce qui est respecté. Moi, quand j'arrive dans des nouvelles entreprises qui me demandent de regarder un peu ce qui va ou ce qui va pas, c'est qu'on a souvent tendance de mixer les deux. Un pipeline, dans la manière dont Microsoft le préconise, c'est de créer d'abord ce pipeline, ce qui va être juste l'aspect compilation. Et l'objectif de la compilation, c'est, on va le voir, de créer ce qu'on appelle un artefact, c'est-à-dire en gros un gros zip qui va contenir le résultat de la compilation, c'est-à-dire les exécutables, les bibliothèques, donc tout ce qui est binaire, on va dire, à déployer dans un ou plusieurs environnements. Et ensuite, on va passer par les phases de release, qui se trouvent juste ici en dessous, où là, on va déployer. Mais on va déployer dans l'environnement de développement exactement le même exécutable, le même binaire que ce qu'on va déployer dans l'environnement d'acceptance et de production. Il est hors de question que si on a testé un binaire, une DLL, il est hors de question de recompiler le code avec un risque éventuellement d'avoir des différences, même si le code elle-même, si on recompile, il y a peut-être des différences, ne fût-ce qu'en la manière de compiler, et donc d'avoir des différences pour passer en production ensuite. Si on compile, c'est le même binaire, le même fichier qu'on va déployer ensuite dans les différents environnements. Et donc, je vais vous montrer ici comment ça peut se passer de manière assez simple. Donc là, vous voyez que je suis dans le cloud, dans Azure. Donc, j'ai juste, en gros, même pas payé puisque là, on est deux, donc on est dans un environnement entièrement gratuit. Et malgré ça, je vais avoir à ma disposition un ensemble d'outils à la fois de création et à la fois de compilation, donc de machines qui vont me permettre de compiler mes projets. Donc, je vais ici tout simplement demander à créer un nouveau pipeline. Alors, j'espère que Azure ne va pas me
mettre des bâtons dans les roues aujourd'hui et que la vitesse Internet sera suffisante. Premier écran, lorsqu'on veut créer un pipeline, c'est de me poser la question où se trouve mon code. Donc il me dit, est-ce que mon code se trouve dans un repo d'Azure DevOps? Est-ce qu'il se trouve dans GitHub? Est-ce qu'il se trouve dans un Git chez vous, dans un autre projet? Donc vous pouvez choisir exactement l'endroit où ça se trouve. Moi, ce que je vais choisir dans mon premier cas, c'est de prendre un classic editor. Alors on va le voir ici, par défaut, il utilise un format qui est un format texte de configuration qui s'appelle le YAML, YAML. Je reviendrai dessus, vous montrerez, le classic editor permet de générer ça. Mais l'avantage de l'éditeur classique, c'est que tout va être visuel. Donc c'est beaucoup plus facile si vous commencez, c'est juste des petits clics par-ci par-là. Et même pour un développeur, c'est forcément toujours plus simple plutôt que de devoir apprendre des lignes de commande, des fichiers de config, etc. En YAML, parfois on peut aller un peu plus loin, donc c'est pour ça que c'est proposé également par défaut. Donc première chose, on me demande qu'est-ce que je veux compiler. Donc là, je choisis mon projet, Studio Agile, je choisis mon dépôt, je peux en avoir plusieurs éventuellement dans un projet. Je choisis la branche, je vous ai dit, on va prendre la branche master qui est la branche qui contient le code. Je choisis tout ça et j'appuie sur le bouton continuer. Ensuite, je peux soit choisir un modèle déjà tout prêt pour dire, tiens, moi je suis en train de développer une application de type .NET pour le bureau, Windows, je vais choisir ce modèle-là, ou une application mobile Android, et donc il y a plein de différents types de modèles à choisir, que ce soit des modèles de type Microsoft ou autres, ça peut être du Java, ça peut être du Node.js, du JavaScript, du TypeScript, enfin toutes sortes. Moi ici, pour vous montrer tout, je vais choisir un vide, donc c'est-à-dire il n'y aura absolument rien, sinon on aurait ici une liste d'étapes déjà préétablies. Ici, il va être complètement vide. Et qu'est-ce que je vais choisir? D'abord, je vais demander quel est l'agent sur lequel je vais me connecter. Donc, je vais demander d'utiliser les serveurs de Microsoft qui me sont mis gratuitement et de mémoire, je pense qu'il y a 1800 minutes par mois, fournis gratuitement pour compiler. Et je vais demander de compiler ça sur un serveur, pas un Mac, pas un Linux, prendre le dernier Windows 2019. Voilà, le dernier Windows disponible. Si je veux compiler des applications Java, peut-être qu'un Linux sera peut-être plus adapté, donc ça c'est à voir. Pour savoir ce qui est installé sur ces machines-là, Microsoft met à notre disposition une documentation bien entendu, et voilà, je l'ai affiché ici. Vous avez les différents hosts disponibles, donc vous voyez ceux que je vous ai montrés, et celui que j'ai choisi c'est le Windows Server 2019. Si on veut aller voir ce qu'il y a dedans, il suffit de cliquer sur le petit lien, et là on va retrouver tous les logiciels installés. Donc, il y a du Java d'installer, il y a des packages de type NPM, NuGet, enfin, toutes sortes de bazars, entre guillemets, qui sont dedans, qui vont me permettre de compiler et d'installer correctement mes applications. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du .NET, dans mon cas, parce que mon projet étant développé dans cette technologie-là. Donc, si je regarde dans la liste, je retrouve le langage .NET. Voilà, j'en ai plusieurs ici. Et si je vais un peu plus bas, je vais en retrouver des .NET Components et des .NET compilateurs un peu plus bas. Donc voilà, .NET Core, SDK, donc les kits de développement sont là. Donc j'ai tout ce qu'il me faut, donc c'est bien la version qui m'intéresse. Une fois que ça c'est fait, je vais demander de créer différentes étapes. Une fois que j'ai récupéré mon code et que j'ai choisi tout ça. Première étape, ça va être de choisir en appuyant sur ce bouton d'ajouter, choisir différentes opérations que je vais vouloir réaliser. Et la première opération, ça va être de demander de créer, de choisir la version. Donc, je vais mettre un use.NET. Ah, use.NET Core, donc c'est de choisir la version de .NET Core avec laquelle je vais travailler. Vous voyez, il suffit d'appuyer sur le bouton, de le sélectionner, il se trouve ici, et de configurer. Et à chaque fois, des petites bulles d'aide pour m'expliquer ce que je dois écrire. Dans mon cas, je vais dire, je vais compiler une application, et ça, mon développeur me l'a dit, qui a été développée en version 3. Quelque chose, supérieur. Oui. 3.1 dans ce cas-ci, oui. Je pourrais choisir 3.1, mais si je mets 3.x, au moins s'il y a une version 3.2, ça permettra de l'utiliser aussi. Et je vais cocher aussi la case multi-level lookup qui me dit s'il y a plusieurs versions disponibles, donc du 3.1, du 3.2, voire autre chose sur mes différents projets, si j'ai plusieurs projets dans mon code, il va pouvoir éventuellement retrouver différentes versions de .NET Core dans le test. Et donc ça, même si la machine sur laquelle je me connecte et je vais compiler le code ne possède pas .NET Core, il va le retrouver automatiquement et tout seul avec ça. Ça, c'est ma première étape. Alors, comme ici, j'ai marqué que la machine le disposait, à la limite, je pourrais désactiver cette tâche-là, disable, parce que forcément, elle ne va pas servir à grand-chose dans un premier lieu, dans un premier temps. Je vais la laisser ici. Alors, deuxième étape, et ça, c'est une étape qui est souvent oubliée par les développeurs,
enfin, ou par les personnes qui vont configurer le code, c'est de venir faire la mise à jour de l'assembly manifest. Alors, l'assembly manifest, j'ai une tâche ici qui est valable pour .NET Framework ou .NET Core. Je vais prendre celle pour .NET Core, puisqu'encore une fois, c'est mon projet. C'est venir passer tous les fichiers de projet présents dans mon dépôt et demander que tous ces fichiers, tous ces projets viennent avoir le même numéro de version. Alors, on peut modifier différents paramètres, l'auteur, le produit, etc. Moi, ce qui va m'intéresser principalement dans ce cadre-ci, c'est de demander d'avoir toujours le même numéro de version disponible pour l'ensemble de mes bibliothèques. Ça sera beaucoup plus simple à suivre par après. C'est-à-dire ici, par exemple, j'ai un assembly file version. Voilà, je vais lui dire, tu vas me mettre le numéro de compilation de mon projet. L'assembly version aussi et l'informational version aussi. Le package version, tant qu'on y est, si on en a, vont les avoir aussi. Donc, je vais demander de créer un numéro de version, 1.0 par exemple, ou 1.1, mais de les mettre tous mes projets présents à l'intérieur de ce code, les mettre tous à ce même numéro build number. Alors évidemment, ce build number, je vais devoir le configurer. Donc pour ça, je vais le retrouver ici. Et ce build number-là, je vais lui demander de venir placer une variable qui s'appelle major version, minor version, build version. Donc ça veut dire en gros, ça va faire 1.0.0 par exemple. Et ces variables-là, je vais devoir bien entendu les créer parce qu'elles n'existent pas au départ. Donc je vais créer la première major version. Je vais lui dire, tu vas mettre comme numéro, je vais peut-être mettre sur le côté un peu la résolution, voilà. Je vais lui dire, tu vas appeler ça la version numéro 1. Le minor version, le dernier ici. Minor version, tu vas mettre un 0 à l'intérieur, donc ça fera ma version 1.0. Et le dernier, le build version, alors là, c'est plus pour les développeurs, pour les techniciens. En général, on a l'habitude d'avoir un numéro qui va être automatiquement généré. Et c'est ce que je vais lui dire. Tu vas me prendre un compteur qui, par défaut, commencera à 0. Et ce compteur, tu vas l'incrémenter de 1 à chaque fois qu'on va appeler ces étapes de compilation. Et puis, ça me permettra ainsi d'avoir des numéros automatiques qui vont être automatiquement générés. Alors, il y a une dernière chose que je dois ne pas oublier, c'est d'insérer les attributs que j'ai demandé ici en bas pour le faire de manière supplémentaire. Alors, tout ce que je fais ici, bon, d'abord, vous allez pouvoir le revoir si c'est nécessaire, mais entre guillemets, pas de panique, c'est des opérations où ça demande simplement à lire. Bon, ici, je vais parfois un peu vite pour aller dans les bonnes cases, mais c'est simplement lire un petit peu ce qui est indiqué, donc c'est pas très très compliqué une fois qu'on a pris un peu l'habitude sur ça. Alors, je vais maintenant rajouter... Oula. Voilà. Je vais rajouter une étape supplémentaire, c'est de ce qu'on appelle restaurer tous les packages avec lesquels je vais vouloir travailler. Donc je vais rajouter une étape qui est l'étape .NET Core. Il y en a beaucoup qui vont partir sur cette étape .NET Core. Et dans les commandes .NET Core, je vais demander de faire une restauration de tous les packages disponibles. Donc, si j'utilise certains packages, je vais pouvoir les utiliser dans mon code. Enfin, mon développeur pourra le faire. Et je vais simplement dire, tiens, ben voilà, récupère-les pour pouvoir les remettre en place. Je vais rajouter, une fois que j'ai restauré tous mes paquets, une étape supplémentaire. L'étape supplémentaire, ça va être ici d'aller restaurer d'autres paquets qui sont des paquets utilisés là par le développeur. Parce qu'on m'a dit, il y a un développeur JavaScript dans le jeu. Et lui, pour pas faire comme les autres, il est venu chercher d'autres commandes, c'est de venir restaurer un paquet, donc faire un .NET Restore d'une librairie qui s'appelle libman. Alors cette librairie libman, je vais demander d'aller restaurer le paquet qui se trouve dans un dossier. Où est-ce qu'il est mon dossier? Dans le Working Directory qui se trouve dans Advance. Où est-ce qu'il est mon dossier de Working Directory? J'ai pris le .NET Restore, oui. Pas c'est pas du Pardon? NPM. C'est pas du NPM que tu dois faire? C'est du NPM que j'ai utilisé? Attends, je vérifie. Non, c'est du .NET Restore. C'est une commande .NET Restore que j'avais mis. Je cherche mon paquet. Où est-ce qu'il est mon paquet? Ah, c'est une commande custom, c'est pas une commande restore, je me trompe. Voilà. C'est une commande custom dans laquelle je lui dis de faire un restore.
de faire un tool. Oups. Un tool de type restore. Voilà. Et cette commande-là, voilà, dans les advanced, j'ai un working directory et je vais lui dire, tu vas me chercher tout ça dans mon site web qui est ici. Donc dans mon website. Alors si on baille, on ferme son micro, Adrien. Sorry. Désolé. Ou alors tu dis que ça t'ennuie et puis c'est tout. Voilà, là j'ai restauré. Alors, étape suivante, on va maintenant venir restaurer les paquets libman. Donc même chose, j'ajoute une opération de type .NET Core. Je vais demander de faire aussi une opération custom. Je vais lui demander de faire la commande exécuter la commande libman et de faire un libman restore. Voilà. Toujours dans Advanced, dans mon répertoire du website de mon site web. Hop, on va aller un peu plus vite, ça va aller plus rapidement pour les autres. Étape supplémentaire, on va encore rajouter une opération. Et ici, c'est l'opération de compilation. Donc, je vais demander de compiler mon code, tout le code. Donc, il va aller chercher tous les projets. Je ne vais pas spécifier de projet particulier. Je vais lui demander de compiler tous les projets qui se trouvent à l'intérieur de mon code. Et je vais demander de compiler tous ces projets avec un seul argument qui est travailler en mode release. Ça, c'est simplement pour avoir la dernière version, le dernier mode de déploiement. Ensuite, ce qui va intéresser Adrien pour la suite, c'est de venir faire des tests. Parce que, évidemment, si on compile quelque chose, on va demander également de venir tester ces morceaux de code. Et qu'est-ce que je vais tester? Je vais demander de tester tous les projets qui se trouvent à l'intérieur de mon code source, mais tous ceux qui contiennent le mot-clé test dans leur nom. Parce que sinon, je vais aller tester les projets de code à proprement parler et pas les projets de test en eux-mêmes. Donc, ceux qui contiennent le mot test, mais ceux qui ne contiennent pas, j'ai mis un petit point d'exclamation devant, ceux qui ne contiennent pas le UI test. Tout simplement parce que ceux-là, je vais demander de les tester de manière différente, de manière graphique et parfois de manière manuelle. Et ce que je vais demander sur base de ça, c'est toujours de faire une configuration en mode release également. Et donc, tout ça, je les mets en publication de ces résultats de test. Et ces résultats de test, je vais simplement maintenant demander de les publier. On arrive presque à la fin de nos étapes de compilation. Donc, je rajoute une nouvelle étape .NET Core qui va être de type publish. Voilà. Et ces étapes publish, je vais lui dire, tu vas me publier quoi? Tu vas me publier dans les arguments. Tu vas me publier tout ce qui est en mode release vers un dossier qui est le dossier dont je parlais tout à l'heure, l'artifact, donc dans un artifact staging directory, donc un répertoire qui est dédicacé à la gestion des artefacts, donc à la gestion de la publication, on va dire, des fichiers. Donc le gros zip de tout ce qu'on a fait au-dessus, récupération des packages de gestion, compilation, test, tout ça va être publié à l'intérieur de ce dossier système sur le serveur de Microsoft qui s'appelle le Artifact Staging Directory. Et finalement, je vais le mettre à ma disposition. Donc, je vais rajouter une dernière étape qui est l'étape de publication. Publish pipeline, le publish drop. Où est-ce qu'il est? Le publish, comment il s'appelle? Publish build. Publish build. Voilà. Publish build artifact qui va donc publier notre artefact qui vient, et il m'a mis par défaut de l'artifact staging directory, et je vais le placer dans un dossier qui s'appelle drop sur mon serveur Azure Pipeline. Donc comme ça, je n'ai même pas besoin d'avoir un serveur chez moi pour pouvoir faire cette opération-là. Et comme Adrien m'a fait des tests graphiques, je vais republier, faire exactement la même chose. Donc je vais juste cloner cette tâche parce que c'est la même. Elle est là. Je vais simplement demander de changer son nom et je vais l'appeler UI test. Je vais publier les tests. Et je ne vais pas les publier n'importe où. Je ne vais pas publier n'importe quoi, pardon. Je vais publier ici les tests qui se trouvent dans le dossier Tartinetech, UI test, dans un dossier de compilation, de résultats de compilation que mon développeur m'a donné, qui est bin release netcore app 3.1. Donc cette opération, elle va se faire une fois. La définition avec mon développeur de cette discussion-là va se faire une fois. Une fois qu'il m'a donné tous les paramètres de où ça se compile, comment ça se compile, je fais ceci, je les intègre tous.
Et une fois que tout ça est terminé, je vais pouvoir demander de sauvegarder mon pipeline, voire de le sauvegarder et de demander de l'enclencher. Alors, je vais ici le sauvegarder, simplement. Pourquoi? Parce qu'en termes de déclenchement, je pourrais le déclencher de manière automatique, soit planifié, donc tous les vendredis soirs par exemple, soit également de manière continue. Et là, je vais lui dire, dès qu'il y a du nouveau code qui va se trouver dans master, paf, vas-y, tu vas pouvoir me déclencher le pipeline. Donc, je vais re-sauvegarder ça. Et je vais pouvoir ensuite le démarrer. Donc, soit je fais un save and start in queue, soit je fais un save et puis je fais le vas-y, ok, démarre-moi ça. Si je mets ça dans la queue, il me demande une confirmation du nom du serveur, de la branche sur laquelle je veux démarrer. Je dis OK. Et là, j'attends simplement qu'un serveur agent sur les serveurs de MS soit dispo pour que je puisse l'utiliser correctement. Si je clique sur l'agent, je vais voir, et là, on se retrouve plus dans un mode de dev. Je vais voir, dès qu'un serveur sera disponible, alors en général, voilà, il faut attendre quelques secondes. Souvent, c'est entre 30 et 1 minute pour obtenir le résultat. Et là, il démarre toutes les opérations, toutes les tâches. Alors, on va pas les faire maintenant toutes parce que ça va prendre, à mon avis, entre 2-3 minutes pour pouvoir le faire. Si vous voulez voir le résultat, on a préparé avec Adrien un backup, Studio Agile Backup, dans lequel j'ai exactement les mêmes tâches que celles dont je viens vous parler, qui sont là, le Studio Agile CI. Donc, je vais vous montrer un résultat que j'ai démarré ce matin. Et si je prends le contenu complet de l'Agent Job, voilà, toutes les étapes ici ont été exécutées, sont passées en vert parce que elles ont été exécutées avec succès. Et on retrouve à ce moment-là, par exemple, la tâche de build, toutes les opérations comme si j'étais sur le PC du développeur. Toutes les opérations de compilation du code, toutes les opérations de restauration du code, toutes les opérations de publication du code et ainsi de suite. Et à la fin de tout ça, je me retrouve avec un artefact qui sont... où est-ce qu'ils me les ont mis, les artefacts? Là à gauche, ouais, c'est là. Voilà, ici, j'ai... non, ça c'est les publish. Si. C'est ça, publish artifact. Voilà, ici, les publish artifacts. J'ai le drop et le UI test que j'ai créé. Et c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. J'ai mon fameux gros zip qui contient tout le résultat de mon binaire, donc de mon site web. Et j'ai les tests unitaires avec, dans ce cas-ci, tous les résultats qui vont pouvoir être utilisés pour les déploiements, les bibliothèques, etc. Et c'est ce résultat-là, ce résultat de build-là, qui va uniquement pouvoir, lui, passer à ce moment-là en production et être déployé ensuite. Mais là, je vais passer la main à Adrien qui, lui, va vous montrer comment on fait pour déployer ça. Donc, si je résume, moi, de mon côté, dans le pipeline, on a simplement besoin de venir rajouter à la main, donc on a un bouton Edit, venir configurer à la main les différentes étapes comme si on était sur le PC du développeur. En général, ça se fait avec le développeur, entre guillemets, avec la vie du développeur, avec l'aide du développeur pour mettre ces différentes étapes en place. Et puis une fois que c'est fait, là on se retrouve plus, on était dans la partie dev, maintenant on va se retrouver dans la partie ops, pour le DevOps, et donc là c'est Adrien qui va lui faire les aspects déploiement, les aspects operations avec le mode release. Ça marche, merci Denis. Par contre, je vois qu'on a une question dans le public. Oui. Frédéric? Cette question. Oui, vous m'entendez? Oui. On t'entend. Alors, une question posée par Eric. Est-ce que Azure DevOps est équivalent à Atlassian Bamboo? Oui et non. Alors, la réponse, elle est difficile parce qu'en fait, Bamboo, ça permet de faire la partie build uniquement dans ce cas-ci, alors que Azure DevOps fait le build, mais en même temps, il y a d'autres fonctionnalités. Si on voudrait faire une comparaison entre Atlassian et Azure DevOps, Atlassian, pour pouvoir utiliser la suite Atlassian, tu dois installer Bamboo, tu vas devoir installer Jira pour la partie des builds, tu vas devoir utiliser un outil comme Octopus pour pouvoir faire les déploiements. Et Confluence pour les wikis. Oui, les wikis, voilà. Confluence pour les wikis. Et pour la partie artefact, tu vas devoir utiliser un Artifactory ou un outil similaire pour pouvoir publier. Ici, dans ce cas-ci, pourquoi est-ce que nous, on a choisi Azure DevOps pour ces présentations-ci? C'est que c'est du clé sur porte, ou simplement, tu as la possibilité d'utiliser n'importe quel langage de programmation et tout est dans le même outil, simplement. C'est ça. Voilà, donc c'est je veux dire, entre guillemets, le seul avantage. Ils sont très équivalents en termes de fonctionnalité, mais Microsoft a l'avantage de faire une intégration complète et c'est pas négligeable parce que du coup, quand on se retrouve par exemple avec un package déployé, donc le package par exemple que j'ai ici, je peux l'associer à des tâches, je peux l'associer à du code et donc je peux retrouver indirectement, tout est lié et donc je peux retrouver directement sur base de mon package quel est le développeur qui a travaillé, quel est le développeur qui aurait éventuellement mis un bug et donc avoir plus simple pour le recontacter pour pouvoir à ce moment-là lui demander de corriger le bug, quoi.
Et je voyais qu'on parlait également de YAML au niveau du chat. Je ne l'ai pas montré, j'en ai parlé. Il faut savoir qu'au démarrage, j'ai dû choisir est-ce que je travaille en mode classique ou en mode YAML. L'un et l'autre, c'est globalement équivalent. Enfin, YAML permet d'aller plus loin puisqu'on est sur base de la config, mais toutes les tâches sur lesquelles je travaille ici, donc par exemple, je prends le .NET Restore, possède un petit bouton View YAML en mode design, qui me permet de voir l'équivalent, le code YAML correspondant à ça. Et ce code YAML, j'entends Il y a un hélicoptère, mais c'est pas chez moi. c'est bizarre. Ce code YAML, je vais pouvoir en faire un gros fichier, donc sur base de tout. Et ce code YAML, effectivement, on posait la question, est-ce que c'est enregistré dans le Git? Oui, ça se trouve comme un fichier normal dans le Git, dans le repo. Donc ça, Adrien va probablement vous montrer avec le YAML par après. Oui. Et donc, on se retrouve ici, par exemple, ou dans un folder, avec un fichier, extension YAML, qui va contenir tout le descriptif et qui va donc pouvoir être versionné, avec parfois l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend, que le développeur va pouvoir le modifier éventuellement lui-même ce fichier, puisqu'il fait partie de son dépôt de code source. Donc parfois, ça peut être un avantage, puisque le dev a la maîtrise de ça. Dans certaines sociétés, on ne veut pas que le développeur ait la maîtrise même des étapes de compilation, on veut que ce soit géré par d'autres personnes. Et donc, on veut mettre de la sécurité ou déporter ça un petit peu. Mais effectivement, on peut avoir cette rubrique-là. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Sinon, je ne sais pas, donne la main, Adrien, pour la suite. Ouais. Il y a juste une autre question qui est montée. C'est combien de temps pour paramétrer la solution Azure pour une entreprise? Alors, combien de temps pour l'Azure DevOps tel qu'il est là en montre en main, je dirais 3 minutes, puisque si on le prend, il y a deux versions. Il y a une version on-premise, donc on peut télécharger ce qu'on appelait avant TFS, qui s'appelle maintenant Azure DevOps on-premise. Mais sinon, si je me mets en mode entre guillemets gratuit, vous faites un. Ah oui, non, je peux pas. Là, vous voyez plus mon écran du coup. Je vais. On voit ton écran encore, Denis. Ouais, on voit mon écran, mais pas l'écran private. Il faudrait que je me mette sur. Comment je peux voir ça? Bref, si vous allez sur Azure, parce que moi le problème c'est que je suis connecté. Donc si je fais dev.azure.com, je me retrouve d'office dans mon repo. Mais si vous le faites chez vous, vous allez arriver sur la page de présentation du service et il y a un bouton de connexion. Il suffit globalement de s'authentifier, de se connecter avec un compte, adresse mail, mot de passe de type Microsoft. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer une ou l'enregistrer de manière gratuite. Et donc, ça prend 3 minutes pour créer le dépôt et pour pouvoir placer, en termes de quantité, autant de données que vous voulez à l'intérieur de l'Azure DevOps. Il n'y a pas de limite en termes de taille de fichier ou de taille de dépôt, par exemple. Et en termes de prix, il y a, puisque j'ai vu passer la question aussi, j'ai pas le slide Azure DevOps Price. Donc, je disais, c'est gratuit si vous êtes à moins de 5 personnes. Donc là, vous avez tous les services gratuitement et 1800 minutes. Si vous voulez payer des serveurs dédicacés pour faire la compilation, de mémoire, c'est 40 € par mois, je pense, pour avoir votre propre serveur. Et sinon, ça revient, soit c'est compris dans l'abonnement MSDN, donc c'est le plan classique, on va dire, le plan, c'est gratuit pour les 5 premiers. Sinon, ça revient si je mets le 6e, à 6 $, donc à peu près un peu moins de 6 €. Donc, on va dire 5 € par mois par développeur pour avoir la version de base. La version complète, donc qui prend à ce moment-là des services de test, elle est un peu plus chère. Et il faut savoir aussi que ce qui s'appelle les stakeholders, c'est-à-dire tout ce qui est personne qui a accès à tout l'aspect des issues, donc les work items, les tâches, les bugs, etc. C'est les stakeholders et on en crée autant qu'on veut gratuitement. Donc tout ce qui est chef de projet ou tout ce qui est création de projet agile, etc. Vous créez un projet Azure DevOps. Si vous n'avez pas besoin du code source, les 6 $ là, c'est pour le code source. Si vous n'avez pas besoin du code source, que c'est juste créer des tâches, c'est gratuit. Super. Voilà. Il n'y a plus de questions pour le moment. Merci. Je te passe la main. Je viens de te créer donc mon fameux gros zip, mon artefact. Je voudrais que tu me déploies ça dans différents environnements. Peut-être un dev, acceptance, production, pour qu'on puisse vérifier d'abord que ça marche et puis juste cliquer sur un bouton pour que ça se passe en production ensuite. Ok, ça marche. Merci Denis en tout cas d'avoir contribué à Tartinetech Entertainment. Oui. Alors, pour revenir un petit peu à ce que tu as fait, si on résume, toi, tu viens de faire ce qu'on appelle le continuous integration. Donc, c'est-à-dire que tu as pris le code qui a été développé, tu l'as compilé. Donc, si je reprends un petit peu les slides qu'on avait, c'était la partie qui est ici.
je reviens. Hop, normalement, vous avez encore mon écran, c'est parfait. Donc, on a compilé le code, on l'a testé de façon avec des tests unitaires. Et maintenant, Denis a créé le package. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour pouvoir envoyer notre missile? Et usuellement, on a toujours cette image où les développeurs font leur package et après, ils prennent une grenade et ils la balancent à travers le mur pour pouvoir l'envoyer en disant, voilà, démerdez-vous maintenant. Mais c'est de se dire que, voilà, maintenant, on va simplement reprendre ce qui a été fait. On reprend la grenade qui a été réalisée, que Denis nous a gentiment réalisée, et on va la déployer quelque part. Alors, pour le besoin de la démo, on va se baser sur ce que Denis avait fait. C'était du code en .NET Core, donc on va le déployer dans un environnement qui peut accepter du .NET Core. On ne va pas vous cacher qu'on vous fait une présentation sur Azure DevOps. Tout ce qu'on a retiré, c'était le DevOps pour héberger ça sur Azure. Donc, Denis nous a gentiment créé l'artefact, enfin 2 artefacts au final. Un avec le drop qui contient notre site web et le deuxième qui sont les tests d'intégration qu'on va vouloir faire. Alors, j'ai vérifié, je t'interromps, j'ai vérifié. Il a bien fonctionné parce qu'on n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait un problème de code et où les tests ne passent pas. Donc, il a mis 2 minutes 46 pour pouvoir compiler tout ça et générer tes packages. Et donc, maintenant, ils sont à toi. On fait ce que tu veux, mais moi, j'ai fait mon boulot, j'ai compilé mon code. Alors, moi, je vais prendre la casquette Ops. Alors, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe? C'est que Denis m'a créé son package. Moi, en tant que Ops, j'ai déjà une bonne vision de savoir que tout va bien se passer au niveau du déploiement parce que le code, il a eu des tests et les tests sont passés à 100%. Donc ici, on a vraiment même un petit trophée. Félicitations, Denis, tu as eu un petit trophée. Oui, bah, c'est avec toujours, hein. Tous les tests qui sont passés. Passe toujours à 100%, moi. J'en connais un qui disait que tester, c'est douter, d'ailleurs. Donc, Exactement. Mais tu n'en as qu'un. Je ne veux pas te faire peur, Denis, mais... Ça c'est moche. Tu as fait le code aussi, donc on va dire que c'est de ta faute. Tu vois, en fait, moi, c'est jamais de ma faute. C'est ça. C'est toujours de la Quand mienne. les tests passent, c'est moi, mais quand les tests plantent, c'est toi. C'est ça, oui. Et ils vont planter après, donc je suis certain que ça va être de ma faute. Voilà. Et donc, comme Denis l'a souligné tout à l'heure, la vision que Microsoft a, c'est qu'on va avoir 2 parties. On va avoir la partie dev et la partie ops. La responsabilité de la partie dev, ça va être de développer et de construire un artefact. Après, la partie des ops, leur responsabilité, ça va être de faire la partie liée au releasing, c'est-à-dire on va déployer quelque part nos artefacts. Alors, ici, on prend des exemples qui sont un petit peu plus anciens, mais on reviendra un petit peu sur les nouvelles méthodes que Microsoft met en place pour le moment et qui sont similaires dans GitHub. On reviendra aussi là-dessus un petit peu après. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Simplement, on va aller dans la partie release pour pouvoir déployer notre artefact. Et là, on va faire comme Denis l'a fait juste avant, on va utiliser le GUI, donc la partie visuelle pour pouvoir faire notre release. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant, vu qu'on a fait le Continuous Integration, c'est de faire la partie Continuous Delivery. Alors, la continuous delivery, ça va être quoi? Ça va être simplement, malheureusement, l'image que j'ai choisie n'est pas forcément la plus explicite, mais ça va être de prendre ce qu'on a développé, notre artefact, et de pouvoir le déployer quelque part. Et de le déployer où? Dans un environnement d'acceptance, de dev, là où on veut. Alors, à ce niveau-là, comment ça se passe? Ben, simplement, on va choisir notre artefact. Donc, l'artefact, ça va être le résultat du build que Denis a fait. Donc, ici, j'ai bien mon studio AG et je vais choisir la source qui est le build pipeline. Donc, dans ce cas-ci, j'ai juste un petit souci parce que j'ai ma caméra qui est devant. Hop, voilà, studio Agile, parfait. Et il va m'indiquer, OK, à partir d'ici, qu'est-ce que tu souhaites avoir? Ben, simplement de récupérer soit une version spécifique par rapport à une date, à un tag, par rapport à une version spécifique ou à chaque fois la dernière. Moi, je vais prendre la dernière et je vais lui donner un source alias, tout simplement plus facile pour le retrouver plus tard si jamais j'en ai besoin. Donc, je vais l'utiliser, je vais dire, OK, maintenant, ma release, j'ai un artefact et je vais vouloir le déployer quelque part. Simplement, je vais rajouter ce qu'on appelle un stage, une étape. Et cette étape, j'ai Microsoft, comme Denis l'a bien souligné tout à l'heure, qui va nous proposer pas mal d'outils, des templates pour pouvoir déployer. Donc ici, les templates, ça va du Node.js, ça donne déployer ça sur Kubernetes, du Python, c'est du Java, plein de choses différentes, de l'Elm, etc. Hop, désolé, c'était pas censé arriver, je vais juste killer cette partie-là. Hop, voilà. Ça n'arrivera plus. Et plein d'autres façons de faire. Par contre, si jamais, ici, c'est des templates, donc si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez aussi faire un petit job pour venir le faire manuellement. Libre à vous de pouvoir le faire. Donc ici, on peut le faire de façon manuelle et de se dire qu'on va déployer quelque part, deploy on dev. Hop. Donc ici, je vais vouloir deploy on dev. Ça, c'est simplement un nom pour pouvoir le retrouver facilement. Qu'est-ce qu'on va avoir en deploy on dev? Ben, simplement, on va venir lui dire, OK,
je veux déployer en dev, quelles sont les différentes étapes? Comme Denis l'a expliqué tout à l'heure, un développeur, qu'est-ce qu'il va faire quand il va commencer à compiler le code? Il va simplement reprendre le code, il va récupérer les différentes librairies qui sont nécessaires à faire tourner le code, à le compiler le code et finalement tester si le code, au niveau de la structure du code, vraiment statique au niveau du code, fonctionne. Donc dans ce cas-ci, on va faire nous la même phase d'analyse, c'est-à-dire que on va au niveau d'une personne opérationnelle faire le même travail. On va commencer par simplement aller chercher le package qu'on va vouloir déployer. Donc ici, dans ce cas-ci, vu qu'on est dans un agent qui va automatiquement aller chercher le package, on peut lui dire, OK, ton package, maintenant, c'est l'artefact download ici, dans cette zone-ci. Qu'est-ce que je vais avoir besoin? Moi, je vais avoir besoin uniquement de la partie drop. Je vais juste prendre le site web qui est ici. Donc, je vais reprendre le site web qui est tartinetech. Voilà. Et je vais vouloir faire quoi? Et donc là, c'est toutes les étapes qu'on va vouloir faire, c'est le déployer. Donc ici, on va utiliser un site web Azure. Donc, on va faire un déploy en Azure. Hop, je vais juste, par sécurité, parce que je ne vois pas grand-chose. Désolé, je bouge la caméra. Il faut savoir aussi, quand on parle de déploiement sur Azure, ici, encore une fois, c'est parce qu'on reste dans les technos de type Microsoft, qui marchent bien, et voilà. Mais on a des connecteurs vers plein d'autres serveurs. Microsoft, depuis quelques années, est ouvert, donc il y a... si on veut faire du déploiement en FTP vers des serveurs complètement distincts ou internes, on peut le faire. Si on veut faire du déploiement vers AWS, on peut le faire. Enfin, tout est ouvert, quoi. Il n'y a aucune limite. Et si on veut faire du script pur, on peut le faire aussi. Les briques qui sont là et qu'Adrien utilise, elles sont juste configurées et donc simplifiées pour pouvoir les utiliser. Ouais. Par exemple, sur de l'Azure, on a juste besoin de remplir quelques cases. Et de toute façon, c'est la seule chose qu'Adrien sait faire, c'est remplir quelques petites cases. Et si on lui demande quelque chose, on va parler. Donc... on peut en reparler. Ouais. Et donc, par rapport à ça, une fois qu'on va mettre ça, on va avoir vraiment une aide complète pour venir faire la configuration de cette étape. Donc, dans ce cas-ci, on va venir lui mettre un display name si c'est nécessaire. On va lui donner une connection type. Donc, ici, on peut lui donner différentes connection types si on veut utiliser un publish profile ou autre. Et on va venir lui dire aussi, vu qu'on est dans Azure, lui dire quelle est la subscription qu'on veut utiliser. Donc, moi, dans mon cas, je vais utiliser Azure Sponsorship Subscription. Il va me demander de faire l'autorisation. Donc, dans ce cas-ci, vous allez voir, c'est super bien, c'est super intégré parce que c'est lui qui va me faire l'autorisation, qui va chercher les clés nécessaires pour pouvoir me connecter, que ce soit de l'Azure, de l'AWS, du Google, peu importe. Si le template existe, il va permettre de faire les autorisations nécessaires pour pouvoir avoir le minimum de droits pour pouvoir déployer sur le cloud provider. Et en général, le template existe, parce que même si Microsoft n'a pas fait lui-même, puisqu'on est encore une fois dans des outils Microsoft, on peut développer, en tant que développeur, on peut créer ses propres connecteurs, et il y en a forcément qui les ont fait, qui ne sont pas gênés. Et donc, il existe toute une série de connecteurs, comme j'ai déjà dit, sur plein de choses, quoi. Exactement. Et donc ici, j'ai pris l'avance pendant que Denis parlait, j'ai rajouté, c'est pour ça que je baillais parce que ça prenait beaucoup de temps, je suis désolé Denis, j'ai rajouté des différents environnements, par exemple le Dev Studio Agile, et ici je vais simplement lui dire que je vais vouloir déployer simplement le fichier dans lequel je me trouve. Donc ici, les autres paramètres, j'en ai pas forcément besoin, je vais juste dire, ok, ça c'est bon, c'est le minimum, mon premier MVP pour pouvoir déployer, et ici on parle pas du produit, mais plutôt du déploiement qu'on veut faire, notre artefact. Et donc, dans ce cas-ci, je vais juste dire continuous, que je ne me tromperai pas, c'est delivery. Et on va vouloir déployer ça en dev. OK, simplement, je vais vouloir me dire que maintenant, pour pouvoir faire du continuous delivery, on peut automatiser aussi à chaque fois que qu'un artefact a été fait, de l'automatiser, de se dire qu'à chaque fois que Denis a fait un build ou a changé le code, ça va déployer directement en dev. Donc ici, on peut rajouter, comme Denis l'avait montré, des triggers. Et dans les triggers, on peut lui dire, OK, à chaque fois que tu vas venir faire un build, je bouge la caméra parce qu'elle est encore devant cette partie-là, rajouter, de dire qu'à chaque fois que c'est sur master, voilà, hop, je suis sur master, je vais venir réaliser la mise en production, créer un nouveau release à chaque fois. Et donc ici, je vais simplement sauvegarder. J'ai ma release qui vient d'être créée. Elle est disponible dans tous mes pipelines qui se trouvent ici. Elle est ici, continuous delivery, et je peux faire create release. Donc là, il va faire le nécessaire, il va dire, OK, moi, ce que je peux faire maintenant, c'est déployer en dev. Quelle version je peux faire? C'est la dernière de Denis, c'est la 1.0.1, et je peux faire create. Alors, voilà, c'est parti. Il a queued une nouvelle release, pardon. Et ici, on voit qu'il attend que dans Azure Pipeline, il y ait un agent qui soit disponible. Bon, les agents, il y en a une farandole. C'est très rare qu'on attende plus d'une minute pour avoir un agent disponible. Mais par contre,
Ici, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de déployer sur Azure. Il est possible aussi, lorsque je viens dans les edit pipelines, par exemple, de pouvoir dire que je vais vouloir déployer, au lieu de déployer sur un agent qui est un agent Microsoft, je peux aussi rajouter un agent de déploiement local. Donc, on peut se dire que si vous êtes dans une infrastructure qui est on-premise, donc vous avez vos serveurs chez vous, vous voulez utiliser Azure DevOps, vous pouvez vous permettre de configurer des agents de déploiement directement sur les machines que vous voulez, où vous voulez déployer le nécessaire. Et donc, ces machines de déploiement vont vous permettre simplement de dire, OK, moi, j'ai mon build qui a été fait sur Azure et je vais vouloir le déployer en interne. Parce que Azure, de base, n'a pas de connexion avec votre serveur interne. Donc, ça, c'est pour la sécurité. Vous allez simplement mettre, j'aime pas forcément le terme utilisé, mais c'est un agent in the middle, comme un man in the middle en sécurité, qui va être là pour écouter s'il y a quelque chose à faire, et quand il y a quelque chose à faire, il va exécuter les scripts. Attention, cet agent a tous les droits sur la machine sur laquelle vous allez vous trouver. Donc, il faut bien vérifier à ce que cet agent soit utilisé uniquement avec des personnes qui ont les compétences nécessaires pour pouvoir utiliser cet agent. Simplement parce qu'on peut faire des formats, c'est des points d'entrée potentiels si jamais ce n'est pas assez sécurisé. Donc, si je reviens dans ma partie release, je vois que j'ai un petit vert, c'est-à-dire qu'il a réussi à déployer en dev après 44 secondes. Ça, c'est parfait pour moi. Et donc, je vais pouvoir maintenant aller sur dev-studioagile.azurewebsite.net et j'ai mon website qui a été créé, qui se trouve ici maintenant dans la partie de mon website sur Azure Website. Il va falloir que tu expliques quand même, parce qu'on parle ce que c'est Tartinetech, mais qu'est-ce que c'est Tartinetech? Ah, Tartinetech, c'est Microsoft France qui organise des podcasts sur des technologies comme Azure DevOps, GitHub Action, et qui permettent de pouvoir simplement se partager leurs compétences et leurs connaissances. C'est ça que je fais un proto de site web pour ça, c'est ça? Okay. C'est ça. C'est juste pour m'amuser, pour faire un exemple qui soit bien illustré quand j'avais présenté chez eux un truc. Alors, maintenant qu'on a déployé en dev, on va pouvoir se dire on peut aussi déployer en test et en prod et encore d'autres environnements si on veut aller, si on veut avoir plus d'environnements. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est simplement soit de créer un nouveau stage ou alors cloner un stage. Donc, dans ce cas-ci, je peux cloner le stage qui est ici et me dire, OK, je veux déployer en test. Donc, je vais déployer ici en test. Je n'ai qu'à changer dedans l'endroit où je vais là où je vais pointer pour aller le mettre en test. Et je vais simplement enregistrer. Voilà, ici, c'est enregistré. Mais par contre, j'ai le monsieur de la sécurité qui vient d'arriver et qui me dit, écoute, moi, je suis d'accord qu'on fasse du DevOps, mais par contre, je veux quand même donner mon accord. OK, pas de problème. Je vais faire en sorte que quelqu'un donne un accord, puisque on est dans le continuous delivery, je bouge encore la caméra parce qu'elle est devant, pour faire des pré-deployment approval. Donc là, on va demander à quelqu'un, à un utilisateur qu'on va sélectionner, on va lui dire, écoute, Denis, maintenant, je vais prendre celle-ci, a le besoin de valider cet environnement avant d'aller en prod. Pas en test, pardon. Parce que c'est important que lui puisse tester, qu'il donne son avis en disant, moi, je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Que ce soit quelqu'un du business, que ce soit quelqu'un de l'infrastructure, un manager, ou simplement le big boss qui a le gros bouton rouge devant lui et qui doit appuyer dessus à chaque fois qu'il y a un nouvel environnement, un nouveau déploiement en test qui se fait. Ben, voilà. Il n'y a qu'à simplement venir dans les pré-deployment approval et de pouvoir venir le faire. Ensuite, on pourrait dire la même chose pour la prod. Ben, ça, encore un clone. Je vais en prod et je viens faire la partie en prod. Hop, voilà. On vient faire le changement et ici, dans cette partie-ci, on vient changer le target sur lequel on veut aller et au lieu d'aller sur la test, je vais aller en prod et je vais pouvoir déployer en prod. Voilà. Une des questions qui avait été posée tout à l'heure, c'était au niveau des déploiements, pour que ce soit transparent pour l'utilisateur, on peut aussi utiliser des deployments, ça c'est dans Azure, dans ce cas-ci par contre, c'est des deployment slots qui permettent simplement de mettre de déployer le code dans un endroit, de démarrer l'application pour que l'application soit fonctionnelle et qu'elle puisse tourner, et qu'une fois que l'application soit OK, opérationnelle, on va faire simplement le switch pour que ce soit transparent entre l'application de prod et la nouvelle application qui apparaît. Azure permet de pouvoir faire ce genre de choses, Amazon aussi, et c'est totalement et correctement intégré dans le pipeline, dans les parties de pipeline avec nous. Et donc, maintenant que j'ai sauvegardé tout ça, tout ce que je peux faire, c'est de se dire que voilà, je vais recréer une nouvelle release et je vais vouloir le déployer dedans. Donc ici, maintenant, la release numéro 2, j'ai les différents déploiements qui sont faits. Si je clique dessus, je vais avoir deploy and dev, deploy and test, deploy and prod.
je vais voir qu'ici, il y a un petit icône pour dire, il y a quelqu'un qui devra valider quelque chose, mais ce sera validé uniquement quand ça aura été déployé ici. Parce qu'on est sur un pipeline, dans ce cas-ci, une chaîne, qui va démarrer d'une release, dans mon cas, qui a été triggerée manuellement, et qui après va réaliser des stages dans un certain ordre. Les ordres, on peut en définir autant qu'on veut. Donc voilà, ici, c'est parti. Je vais le laisser faire. Denis, tu vas recevoir prochainement deux emails, enfin un email et après un deuxième quand tu l'auras accepté, pour dire qu'on veut déployer en test ou en prod. Et je dois te faire confiance, je dois accepter, moi. Et c'est toi qui as remis le code. Hein. Si je regarde et c'est là que ça devient intéressant, si je regarde l'artefact qui a été fait, si je clique sur la version qui est ici, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va me retourner vers l'endroit du build qui a été fait. Donc, on a réellement un lien entre le composant qui va être déployé et le build qui l'a généré. Et dans le build qui l'a généré, c'est parce qu'ici, on n'a pas forcément on n'a pas mis du code, mais on peut lier aussi le code qui est ici, le code qui est au niveau des repos avec des activités du board et ainsi d'avoir une release node automatique. Et donc, à ce niveau-là, si je viens dans la partie release, qu'est-ce que j'ai au niveau de mon build? Il va aussi m'indiquer ta release ici est en train d'être déployée. Elle te donne on a les différentes informations qui ont été faites. Ça nous permet aussi de récupérer l'historique. Tu veux que je l'approuve, le mail, ou pas? Si tu l'as reçu, je pense que tu ne l'as pas encore reçu. Si, je viens de recevoir un mail. Alors, je voudrais bien que tu l'approuves, s'il te plaît. C'est juste un bouton, hein, pour ceux qui forcément ne voient pas le mail. J'ai juste un bouton. Voulez-vous approuver? Je dis oui, ok, j'approuve. Hop, où est-ce qu'il est? Approuvé. Voilà. Normalement, ça passe. Ça vient de passer en queue. Donc, le deployment not started. On voit que le pré-approuement a été fait. Donc là, il faut attendre un petit peu qu'il y ait quelqu'un qu'il y ait un agent qui soit disponible. Il faut savoir que les agents qu'on utilise Azure DevOps, à chaque fois qu'on utilise un agent, c'est un agent qui est vide, qui se redémarre à partir de rien. Donc, soit derrière, c'est une magie un peu Kubernetes qui est derrière et qui permet de pouvoir avoir une machine qui soit vide totalement. Ce qui est un avantage au niveau de la sécurité, ce qui est un désavantage quand on fait des builds. Parce que si jamais vous avez un repository au niveau Git qui est conséquent, à chaque fois, il va récupérer tout l'historique et pas reprendre, comme si c'était sur votre machine, de faire une différence entre ce qu'il connaissait avant et ce qu'il doit rechercher maintenant, la dernière version. Donc là, on est en train de le déployer. Donc dès que ce sera prêt, on pourra aller sur test.studioagile.azurewebsite.net et on aura la dernière version que Denis est en train de mettre en place en tout cas. Je vais le laisser terminer. Et une fois que ce sera terminé, voilà, ici, ça a été fait. Donc là, on a bien le site web qui a été fait sur test du système. Et ici, maintenant, Denis a encore reçu un email, mais par contre, Denis est parti en vacances et on est pressé de mettre en production. Donc, on peut, si on le souhaite, aider sa raison. Donc, Denis arrête de prendre des vacances. Donc, Denis est en vacances. Et on va simplement lui dire, OK, je peux approuver maintenant. Maintenant, ce qu'on peut aussi faire, grâce à l'outil de Willy, c'est de faire un defer deployment et de se dire que je sais qu'on est prêt à partir en prod, mais qu'aujourd'hui, maintenant, à 10h43, il y a beaucoup d'utilisateurs sur le système. Je préférerais attendre ce soir, à 23h, à 22h, pour pouvoir déployer le système, parce qu'ainsi, je suis sûr qu'il y aura moins de personnes dessus. Bon, je ne vais pas faire de defer, je vais le faire tout de suite, et ça va me permettre de pouvoir aller un peu plus loin. Bon, dans ce cas-ci, on est dans la partie continuous delivery. Donc, la partie continuous deployment, c'est de se dire qu'on va automatiser, sans forcément qu'il y ait de l'acceptance, qu'il y ait quelqu'un qui vienne à approuver à chaque fois qu'il y a une remontée de code pour aller en production. À ce niveau-là, c'est très important, c'est de jouer avec la qualité. Donc, on a vu qu'il y avait de la qualité au niveau du build. Donc, dans ce cas-ci, on a de la qualité puisqu'on fait tourner des tests unitaires au niveau du build, mais ce qu'on voudrait aussi s'assurer, c'est que nos tests fonctionnent aussi au niveau qu'à chaque fois qu'on a déployé un environnement, on puisse freiner des tests d'intégration, dans ce cas-ci, ou end-to-end, ça dépend un petit peu le dictionnaire que vous préférez utiliser. On va parler de UI tests, nous, dans notre cas, et ces UI tests vont tourner après le déploiement. Malheureusement, je vois que le temps file et qu'on n'aura pas forcément le temps, donc je vais vous montrer un exemple que j'avais fait auparavant, qui est Studio Agile, Tartine Tech, c'est celui-là. Et donc, dans l'idée, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'une fois qu'on a fait un déploiement, voilà. Une fois qu'on a fait un déploiement, on va, après un déploiement, simplement venir tourner les tests. Et ça, c'est les tests que Denis m'avait donnés. Donc là, ici, je vais installer un outil de testing qui va permettre de tourner les tests sur l'agent où je me trouve. Et puis après, de simplement tourner les tests UITest.dll. Et ça va nous permettre de pouvoir tourner les tests. Donc, si je reviens dans la release, je vois que
ça a été tourné. Par contre, je suis censé avoir une autre indication qui n'est pas là. Sûrement une mise à jour. Ah, log, test. Oui, j'ai les tests qui sont là quand même. Et donc là, je vois que les tests ont tourné correctement. Et en plus de ça, on a utilisé une technologie qui s'appelle SpecFlow Selenium, qui permet de pouvoir utiliser un navigateur comme Chrome Driver, dans ce cas-ci, Chrome par exemple, et de venir faire des captures d'écran. Et donc, si je viens dans le test, je peux aller dans les attachments et je vois, si je clique ici, je ne sais pas si on le verra facilement. Ouais, je vois, si je viens dedans, que j'ai la possibilité de faire des captures d'écran et de voir le résultat en temps réel, au moment des tests, de voir que tout a fonctionné correctement parce que j'ai des tests qui sont bons. Ça nous permet de pouvoir s'assurer que à la fois les tests fonctionnent et que le déploiement peut aller d'environnement en environnement parce qu'on a des tests qui assurent la qualité à ce niveau-là, post-déploiement dans ce cas-ci. Alors, je pense qu'il reste 15 minutes. Je pense que on n'aura pas forcément le temps d'aller plus loin. Non, il y avait une question qui était intéressante dans le chat, enfin comme toutes les questions d'ailleurs, mais celle-là pour laquelle on n'a pas encore répondu, qui était une question plus en termes de sécurité et de confidentialité sur tout ce qui est Azure et particulièrement Azure DevOps. Donc, j'ai partagé dans le chat un lien qui est le lien sur le Trusted Cloud. Donc, il faut savoir évidemment que c'est un des grands points de discussion que Microsoft a mis en avant dès le départ. C'est notamment par rapport à d'autres fournisseurs de cloud d'ailleurs, où en est la confidentialité de vos données. Et évidemment, même dans les environnements gratuits, vos données, ce sont vos données et Microsoft ne va pas, contrairement à d'autres, ne va pas lire l'intérieur de vos dépôts GitHub ou de l'intérieur de vos tâches ou quoi que ce soit. C'est votre code, c'est votre système à vous. Lorsque vous créez un Azure DevOps, vous avez le choix de choisir le continent sur lequel vous voulez aller, enfin le data center, c'est-à-dire le continent, voire le pays. Il y a maintenant des data centers en France, donc vous pouvez très bien dire je veux que mes données soient uniquement sur des serveurs qui soient en France, et ça ne sort pas de la France. Et à côté de ça, vous pouvez demander d'avoir des certificats. Microsoft est normé sur ISO 9001, ISO 27000, enfin bref, il y en a des dizaines. Donc ça ne bloque pas et ça ne rompt pas non plus vos chaînes éventuellement de certification que vous pourriez avoir entre les services fournis par les outils qu'on utilise ici. Et nous, ça nous a d'ailleurs souvent sauvé la vie, entre guillemets, pour faire passer des certifications ISO 9001, d'avoir cette possibilité de travailler avec ces outils où tout est globalement tracé. Donc, ça donne un avantage sur ça. Toute modification est tracée et toute donnée est confidentiellement respectée, on va dire, dans le système. Donc, il n'y a a priori aucun problème sur ça, quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Sinon, je vous dis, il y a un lien qui se trouve dans le chat sur lequel vous allez pouvoir retrouver un petit peu tout ce qui est approbation et tout ce que je viens d'expliquer, ce que Microsoft explique concernant les approbations, donc le Trusted Cloud sur Azure. Azure DevOps étant un des services Azure, donc c'est exactement les mêmes conditions qui sont respectées par rapport à ça. Voilà. Et ici, on a utilisé un outil comme Azure DevOps, mais il faut savoir que Microsoft a racheté GitHub il y a quelques années déjà maintenant. Et dans GitHub, ils ont repris tout le savoir-faire de Azure DevOps pour la partie build et déploiement, et qui est disponible pour les projets open source gratuitement sur GitHub, mais sans le GUI. Donc tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui, malheureusement, c'est l'idée qu'on a essayé de vous montrer. Si jamais vous voulez l'utiliser pour les projets open source ou dans GitHub, si vous voulez utiliser GitHub, il faudra utiliser le YAML, le fichier que Denis parlait tout à l'heure. Mais rassurez-vous, il y a pas mal d'outils qui vous aident à pouvoir construire ces YAML. Oui. Et voire même passer de l'aspect graphique, on va dire, à la génération sur YAML. Ouais. Voilà, voilà. Je ne sais pas si, Frédéric, tu avais repéré d'autres choses, oui, d'autres questions, d'autres remarques? Oui, il y a une question. Alors, je la relis. Clotilde, si c'est pas clair, tu peux venir sur scène. Si la solution contient plusieurs artefacts, par exemple des artefacts en .NET, des artefacts en Java, etc., est-ce que Azure permet de créer une sorte de package pour déployer tous les modules ou artefacts en une fois? Oui. Alors je vais d'abord parler sur l'aspect compilation, et puis je laisse la main à Adrien peut-être sur l'aspect déploiement. Le plus simple, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, c'est on peut imaginer de créer plusieurs builds qui s'enchaînent, ou qui sont en parallèle d'ailleurs. Donc on pourrait très bien avoir dans même des guides différents des builds sur tiens, on a un projet Java, on a un projet Angular, on a un projet .NET, et on va créer, dans ce cas-là, par exemple, 3 artefacts. Et ces 3 artefacts vont pouvoir être, donc les 3 zips vont pouvoir être envoyés à Adrien pour le déploiement.
et lui va pouvoir continuer la chaîne à partir de ça. Mais ouais, voilà, Adrien va peut-être nous montrer. Alors, effectivement, quand tu es au niveau des artefacts, on peut en avoir autant qu'on veut. Ouais, ici, je peux Ça. me C'est tromper pas de un artefact qu'on déploie, mais on peut avoir plusieurs sources simultanées pour faire les déploiements, quoi. Voilà. Ici, actuellement, on n'en a choisi qu'une, mais par contre, on peut en avoir plus des artefacts. Donc, s'il y aurait eu d'autres builds d'artefacts, on peut en avoir autant qu'on veut et de faire les déploiements avec autant qu'on veut. Et ils peuvent même venir d'autres endroits, comme on le voit là. On n'est pas obligé que l'artefact vienne que de Azure DevOps, il peut venir d'autres endroits aussi. Alors, une autre chose qu'on n'a pas forcément parlé, mais on a évoqué durant une question, c'était avec la partie Artifactory. Mais on peut aussi stocker des composants partagés ou même des artefacts dans un feed qui est ici, en tout cas, c'est mon test feed. Et on peut faire du Maven, on peut faire du NPM, on peut faire du NuGet. On peut même le faire de façon générique pour ne pas avoir de technologie derrière et que ce soit juste un HTTP API. Tout ça est possible aussi à travers cette partie-là. Est-ce que Clotilde, ça a répondu à tes questions? À ta question, pardon. Super. Il y a également, on a vu, enfin on le voit là, il y a les tests, on n'a pas parlé, mais il y a un module de test. Donc on peut créer des tests, des plans de tests, comme on les appelle, qui sont plus des tests manuels. Et donc si ça vous amuse, vous pouvez aller jouer un petit peu avec ça, ou on fera une autre présentation éventuellement là-dessus. Et alors un autre point pour être vraiment complet, si vous avez des équipes de dev qui doivent personnaliser ou rajouter des fonctionnalités dans Azure DevOps, il y a une multitude de fonctions de type ce qu'on appelle des API, donc des outils de connexion qui permettent d'aller par programmation faire toutes les opérations qu'on fait ici, voire lire les détails. Donc moi typiquement, on a dû à un moment donné générer une release note sur base de certains critères. On a développé une application qui va lire entre deux dates, par exemple, tout ce qui s'est passé en termes de modification de code, de gestion de tâches, etc. Donc on a été lire toutes les informations directement sur base. Parce que ça n'existait pas en standard, bon maintenant ça arrivera peut-être, mais ça permet de personnaliser vraiment tout ce dont on a besoin. Voilà. Voilà, je ne sais pas si Frédéric voulait rajouter quelque chose de plus. Sinon, je pense que pour notre côté, on arrive à peu près à la fin. J'espère qu'on vous a convaincu, en tout cas, de l'utilisation de ce genre d'outils. Je peux vous le dire que personnellement, Adrien est du même avis que moi, je pense. On l'utilise déjà tous les deux depuis des années, ça existe. Et donc, tout ce qui est sécurité, on en a parlé. Stabilité, même l'utilisation du service, ça utilise Azure avec des SLA, donc des niveaux d'accès qui sont extraordinaires, enfin qu'on ne saurait même pas avoir dans des entreprises belges en général. Donc, ça donne des qualités vraiment importantes. Et donc, nous, on en est extrêmement satisfait. On n'a rien à gérer, tout se fait tout seul et les mises à jour se font toutes seules. Et une grosse partie des outils sont gratuits. Et puis après, oui, on doit payer 5 € globalement par mois par développeur pour y accéder, ou gratuit pour toutes les autres personnes de type stakeholders. Voilà. Voilà. C'est pour ça que ça fait partie, si on prend le diagramme de Gartner, ça fait partie des meilleurs outils. Je t'ai interrompu, Frédéric. Non, vas-y. J'ai une question pour la fin de la session. Donc, je ne sais pas si vous êtes prêts à l'entendre, ou si vous avez encore des choses à rajouter. On n'a pas encore envie de finir la session, on se sent bien ici. Donc... Ouais, voilà, donc ça, nous on reste là. Non, moi je pense qu'on a. Enfin, moi j'ai plus rien de spécial à dire, s'il n'y a pas d'autres questions. Vous avez nos coordonnées de toute façon qu'on avait remis et qui sont présentes sur les slides de présentation, sur le site. Donc si vous voulez nous contacter, c'était par Twitter, souvent c'est le plus simple, @DenisVoituron ou @Aclairbois, et vous envoyez un message, on répond. On répond rapidement en général. Et même sur LinkedIn aussi, s'ils le veulent. Si vous voulez. Donc là, c'est plus une question ouverte en fait. Donc c'est Christophe qui la pose. Avez-vous lu et avez-vous un feedback sur l'ouvrage Software Craftsmanship, l'art du code et de l'agilité technique en entreprise de Sala Corena? Est-ce que vous connaissez déjà l'ouvrage? J'ai acheté le livre, il est dans mon armoire et j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. C'était pas dans les priorités de mes livres en tout cas, mais clairement c'était un livre que j'avais rencontré l'auteur à Paris. Et il m'avait réussi à me vendre le livre avec beaucoup d'intérêt. Le seul problème, c'est qu'il y avait d'autres choses qui sont arrivées entre-temps. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le lire. Ok. Et de son côté, Christophe, il a peut-être un avis à partager. Peut-être l'inviter sur scène. Christophe, tu veux monter sur scène? Est-ce que ce livre est bien? L'édition ENI, je vois sur Amazon. Ça sera intéressant de savoir pourquoi en fait Christophe pose la question. Ouais. Eric, tu veux proposer à Christophe de
Moi, j'ai celui-là. C'est bien celui-ci qu'on parle. Hein. Ouais, c'est ça. De salle. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas l'autorisation de le faire, donc je ne sais pas si Eric m'entend. Ah ouais, super. Oui, en fait, je pose la question justement parce que c'est dans la même situation qu'Adrien. Je l'ai acheté et c'est plein d'autres ouvrages à lire au moment. Et moi, je l'ai acheté alors que je suis très convaincu. Je l'ai plus acheté pour trouver des arguments pour convaincre le reste de l'équipe. Mais voilà. Pour le moment, il est dans la pile des trucs à lire. Et c'est pour ça que je voulais un retour. C'est convaincre l'équipe à quoi? Passer sur l'agilité ou passer sur Azure DevOps ou... Non, moi, c'est vraiment renforcer le craftsmanship. Donc, l'agilité, on y est depuis 7-8 ans. Le principe Azure et tout, ça, c'était un autre commentaire que j'allais faire, c'est il y a une cellule, moi, je suis pas trop dedans, mais il y a une cellule qui s'occupe d'expérimenter toute une série d'alternatives, dont celle-là. Et je me faisais même la remarque que je sens qu'ils essayent pour faire un choix d'entreprise, ce que je trouve dommage pour l'autonomie des équipes agiles. Moi, je préférerais que chaque équipe agile puisse choisir son système et que tous les systèmes arrivent assez facilement à interagir. Et là, l'entreprise est plus en mode, on va choisir un truc. Et tout le monde devra aller dessus, même si à côté, il y en a d'autres qui sont plus adaptés à tel ou tel. Ouais, c'est vrai. Donc, toute l'entreprise n'est pas encore agile. Voilà. Est-ce qu'une entreprise peut réellement être agile? Pardon? Est-ce qu'une entreprise peut-elle réellement être agile? Ah, j'espère. Ah, il faut qu'il y ait un bon sponsoring au-dessus. Mais c'est quand même... l'envie, oui. À quel moment, vu que l'agilité, c'est une introspection de façon infinie, est-ce qu'on peut à un moment se définir comme une entreprise agile? Ah, oui. Donc, moi, c'est tout faire dans le mindset agile. Et ça y est, on est agile. Ah. Donc, on n'a pas, c'est pas un but, c'est pas en soi, c'est une manière d'être, de se comporter dans la façon dont on approche les choses. Et quand je ressens que le mindset agile dans les façons dont on approche les choses, je considère qu'on l'a. Et ça peut être sans faire du Scrum ou du quoi que ce soit. J'ai beaucoup de gens dans l'entreprise qui me disent « Ah non, l'agile, c'est nul et tout. » Et « Ah, comment tu travailles ?» Et je dis « Mais là, tu vois que t'es dans la bonne approche, t'es dans la bonne approche. » Et à l'inverse, d'autres qui me disent « Nous, on est super agile, tu travailles comme ça. » Oui, en fait, tu fais du waterfall caché. Ouais, donc les deux existent, c'est assez amusant à constater et venir leur montrer un peu cette réalité. Effectivement. Voilà. Ma définition d'une entreprise, ma définition mathématique d'une entreprise agile, c'est une entreprise qui sait que l'agilité c'est une asymptote et qu'elle essaye de s'en approcher. Très mathématique, effectivement, comme définition. Ouais, j'ai rien compris. Ouais, c'est le matin. Ouais, je me rappellerai toujours du dessin de Norman qui nous avait fait quand on nous avait introduit l'agilité c'était chez MyShopee, avec une planète qui s'appelle Scrumbut et l'autre qui était Agiltopia. Et notre vaisseau se trouve au milieu et il faut toujours essayer de faire avancer le vaisseau vers Agiltopia plutôt que vers Scrumbut. Ouais, en général, il emploie Scrumotopia, effectivement. Ouais. Et les derniers temps, on a remplacé Scrumbut par Waterworld, faire une allusion au waterfall et un peu ouais, pas terrible du côté industriel un peu déglingué. Effectivement. Pour le moment, c'est devenu Waterworld et Scrumotopia. D'accord. Bien, moi j'ai trouvé... L'asymptote, c'est Gandalf. Il dit, vous ne passerez pas. Ouais. Excellent. C'est lui qui aurait dû inviter plutôt sur scène. C'était très bon. Eh bien, il est 11h. Merci beaucoup. Comme d'habitude, les tables vont rester ouvertes jusqu'à midi. Et j'en profite, je vois que Véro est arrivée entre-temps et qu'elle ne m'a pas entendu ce matin. Véro, on a une réponse à la question où est le bar? Le bar, c'est que le débrief qu'on a prévu, qui était prévu en virtuel vendredi et en fin de journée, va se transformer en mode hybride.
Et donc, ceux qui veulent peuvent venir débriefer au Co-Station vendredi. Mathieu Demaret nous ouvre le tapis rouge et paye une bière. Voilà. Donc, voilà déjà pour un premier point. Et puis, j'ai vu passer les questions, notamment de Clotilde en cours de route. Voilà. Je suis en train d'uploader petit à petit les vidéos de Rémo sur la chaîne YouTube de la journée agile. Et on va commencer à envoyer les liens de ces différentes vidéos. Et Véro, suite à notre discussion d'hier et à ton entrée dans la communauté Journée Agile, on va proposer un exercice collectif de montage. Et donc, on va donner un budget de 10 minutes à chacun et de demander à chacun c'est quoi les meilleurs passages dans toutes les vidéos que lui a retenues. Et puis, après, on décidera ce qu'on fait avec tout ça, un ou plusieurs fils conducteurs, comme on en avait parlé hier. Mais j'en profite pour rappeler ça, que ça enregistre, comme ça, on s'en souviendra après. Maintenant, on est obligé de le faire, parce qu'on l'a enregistré. Voilà, Denis, Adrien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci vous à avez une vous. journée encore bien remplie. Moi, je resterai encore quelques moments à table avec ceux qui le souhaitent. Vous êtes évidemment les bienvenus. Hein. Vous avez compris maintenant, j'ai vu qu'Adrien avait exploré et qu'on peut sautiller de table en table pour discuter de certains points. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et puis, bonne fin de Studio Agile, parce que l'air de rien, ça avance là. Hein. Voilà. Et puis, sur ce genre de sujet-là, je rappelle, demain matin, il y a Thomas Thierry, pour ceux qui ne savent pas comment faire des tests automatisés ou comment les isoler des services qu'ils appelleraient, ou comment démarrer sur un legacy dont on se dit oui, mais avec ce système-ci, on ne peut pas. Eh bien, que vous avez reçu des pistes aujourd'hui par Denis et Adrien sur le côté DevOps, vous aurez des pistes demain par Thomas sur le côté testing automatisé. Ce soir pour certains, à demain pour d'autres. À bientôt. Je propose qu'on finisse juste pour ce qu'on n'a pas pu faire, c'est de crier tous les 4, les disquettes, c'est mal. Ah oui, 3, 2, 3. Les disquettes, c'est mal. Merci. Merci à tous, merci. Salut. Bonne journée.